Pighi come noi, a noi sempre combattuti. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur IHT RCFM après cette interruption estivale pour la reprise de votre émission politique hebdomadaire, une émission qui est reconduite dans les mêmes termes et avec nos partenaires que sont RCFM et Corse Matin. Alors habituellement, en période estivale, l'actualité fait relâche. Les femmes et les hommes politiques prennent eux aussi des congés. Les citoyens ont d'autres préoccupations. Oui, mais voilà, en Corse, l'été a été particulièrement agité entre incendies, sécheresse, pénurie d'eau dans nombre de villages. Les problèmes environnementaux ont pris le pas sur le reste, même si le débat politique n'a pas été absent. Préparation des élections territoriales oblige. C'est donc dans ce contexte, auquel s'ajoute une rentrée sociale que l'on prédisait agitée, que nous recevons le président de l'exécutif de Corse, Gilles Simeoni. Bonsoir. Voilà, vous effectuez votre rentrée politique à Contraste. Bienvenue donc sur ce plateau. Vous serez sous le feu des questions de Roger Antèche de Corse Matin. Bonsoir. Bonsoir. Et de Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir à vous. Bonsoir. Patrick. Alors avant d'entamer les questions purement politiques, un retour sur les incendies de cet été qui ont été particulièrement dévastateurs. Il y a la conjonction de plusieurs facteurs, bien sûr, sécheresse, vent, sur lesquels les pouvoirs publics ont peu d'influence. En revanche, il y a deux domaines où les responsables politiques ont un rôle à jouer. C'est l'obligation, par exemple, de débroussaillement et la mise en valeur des terres. Pourquoi ne jouent-ils pas ce rôle depuis des décennies ? Je pense que la problématique des incendies est une problématique complexe, ancienne, qui est encore aggravée effectivement par l'évolution, notamment l'évolution du climat, qui nous impose nécessairement de refonder notre vision stratégique. Également la question de la déprise, notamment dans les terres de l'intérieur, puisqu'on a bien vu notamment à l'occasion des incendies de cet été que là où il y avait de la vie, et notamment des agriculteurs, eh bien le feu ne passe pas. Donc vous avez rappelé les difficultés de cet été. D'abord, merci de m'inviter. Ensuite, ajouter peut-être à tous ces événements marquants un autre qui est récurrent, mais sur lequel, à mon avis, il faut travailler, mais on y viendra sans doute après, c'est la question de la violence routière, et notamment des personnes qui perdent la vie en Corse, et je pense particulièrement, bien sûr, aux jeunes. Pour revenir sur la question des incendies, un hommage indispensable à toutes celles et à tous ceux qui se sont battus pour en limiter les effets. Je pense bien sûr aux sapeurs-pompiers, je pense aux sapeurs-forestiers, toutes celles et tous ceux qui ont contribué à limiter les dégâts. Et puis, au lendemain, je l'espère, au lendemain, parce que ce n'est pas encore fini, le mois de septembre risque de ce côté-là d'être également extrêmement risqué. Au lendemain de cette saison des feux, il faudra avoir une réflexion de fond. C'est en tout cas le sens de la demande que j'ai fait notamment auprès du ministre de l'Intérieur de mettre tous les acteurs, non seulement de la lutte, mais également de la prévention autour de la table et construire ensemble la stratégie. Les maires, par exemple, ont obligation de faire respecter l'arrêté sur le débroussaillement. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Il n'y a pas de sanction. Mais tout simplement parce que les maires souvent... Est-ce que la collectivité doit se substituer à souvent les maires n'ont pas les moyens, y compris les moyens techniques, matériels ou financiers, de faire appliquer le débroussaillement, confrontés qu'ils peuvent être, par exemple, au problème d'indivision, d'identification du propriétaire de la parcelle, confrontés qu'ils peuvent être à l'inertie du propriétaire lorsqu'il est identifié, confrontés qu'ils peuvent être au problème du recouvrement de la somme qui leur conviendrait d'avancer. Donc de ce côté-là, il y a sans doute aussi une évolution législative et réglementaire à mettre en œuvre. Un exemple concret d'autonomie. Quelles pourraient être ces nouvelles orientations dont vous venez de parler ? Je pense qu'elles sont à plusieurs niveaux. Est-ce que la CTC pourrait prendre davantage de responsabilités ? Vous avez évoqué la possibilité d'acquérir ses propres moyens aériens. C'est possible ? Il y a plusieurs que la collectivité va avoir la responsabilité des SDIS désormais. Est-ce qu'on ira au-delà des moyens qui sont prévus dans le cadre de ces deux SDIS ? Alors, plusieurs niveaux de réponse à cette question. Effectivement, d'abord, de façon institutionnelle, la future collectivité de Corse aura nécessairement plus de moyens et donc plus de compétences et de responsabilités que ce que n'avait l'actuelle collectivité territoriale de Corse, puisque par fusion des trois collectivités existantes, nous allons avoir un transfert de compétences, y compris en ce qui concerne les deux plus de personnel aussi à payer. Hein. Plus de personnel à payer, des questions d'organisation et de réflexion stratégique à mener, d'où l'importance de la mener, cette réflexion stratégique, avec tous les acteurs. Alors, sur la question de la lutte, on a touché du doigt cet été un certain nombre de carences, aggravées, je dirais, au-delà de tout aspect polémique, par exemple, la question de la sécheresse. La sécheresse fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus considérer que la saison des feux, c'est juillet-août.
La saison des feux, aujourd'hui, donc la saison de la sécheresse, la saison des risques aggravés, elle commence en mai et elle finit en octobre. Premier élément. Deuxième élément, la doctrine en Corse et dans l'ensemble hexagonal, c'est d'attaquer les feux naissants. Attaquer les feux naissants dans un contexte de sécheresse, si vous n'avez pas des moyens aériens adaptés, cela ne peut pas être mis en œuvre. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la flotte aérienne dédiée aux moyens anti-incendie est insuffisante. Nous ne demandons pas que l'on sacrifie le Var ou la Côte d'Azur pour sauver la Corse. Mais nous disons que la Corse et donc, doit vous voulez avoir vos propres moyens? Je pense que c'est, en tout cas, c'est une piste de travail qui est nécessaire. Combien coûte un Canadair, vous le savez? Le coût à l'achat, il dépend du nombre de commandes. C'est pour ça qu'il vaut mieux centraliser et mutualiser. Plus de 20 millions d'euros, quand même. Il y a également la question de la maintenance. Il y a ensuite la question du choix de moyens aériens. Les deux SDIS avec lesquels j'ai parlé ont beaucoup insisté sur le caractère d'efficacité qu'aurait pu avoir un hélicoptère bombardier d'eau lourd, notamment sur un certain nombre de feux. Et je pense par exemple au feu qui est parti d'Olmet du Cap et qui ensuite malheureusement a parcouru l'ensemble des deux rives du Cap Corse. Donc voilà. Il faut réfléchir à cela. Il y a également la question de la coopération interméditerranéenne. On a eu l'exemple cet été où nous avions, et j'avais obtenu l'accord de principe des autorités toscanes ou sardes pour mettre à disposition... du Sud-Est. Voilà, ils sont surtout venus du Sud-Est. Et la Commission européenne précise que l'avion venu d'Italie, c'est un accord au niveau européen. Oui, c'est un accord au niveau européen et ça le restera, mais je pense que la future collectivité de Corse doit avoir son mot à dire dans l'activation de ce mécanisme et surtout qu'il faut réfléchir à une accélération de la mise en œuvre parce que les quelques heures que l'on gagne au plan administratif, elles peuvent être décisives au plan de la lutte sur le terrain. Est-ce que la Corse seule a les moyens de cette lutte? Par exemple, l'heure de vol d'un tracker, c'est 5 000 euros. Oui, alors bien évidemment, bien plus cher que je dirais, mais vous savez, les SDIS aujourd'hui sont également dans une situation financière qui est une situation financière difficile et je dirais que la réflexion sur les incendies, elle est en quelque sorte la reproduction de la réflexion globale que nous devons avoir. Nous avons aujourd'hui des problèmes qui sont des problèmes de fond. Nous avons des évolutions du contexte d'ensemble dans lequel la Corse et les Corses auront à évoluer dans les années, dans les décennies à venir. Nous avons souvent des moyens qui sont trop faibles au plan réglementaire et législatif, au plan institutionnel, au plan financier. Nous avons affaire aussi à un désengagement de l'État. Eh bien, il va falloir faire avec tout cela et dégager les meilleures solutions. Et cela, à mon avis, nous impose des cadres de réflexion et d'action radicalement nouveaux. C'est en quelque sorte la révolution tranquille qui est devant nous et que nous devons accomplir tous ensemble. Il y a un domaine où vous avez toute compétence, c'est celui de l'eau. Alors la Corse a connu un déficit d'eau majeur cette année, nombre de villages ont manqué d'eau. Quelle politique à terme vous comptez mettre en œuvre pour que cela se reproduise plus? C'est même faramineux qu'en Corse on puisse manquer d'eau alors qu'il y a 8 milliards de mètres cubes de précipitations annuelles, peut-être moins cette année, mais globalement on est dans cette perspective-là. Les investissements sont colossaux. La question de l'eau est une question stratégique, j'allais dire, à l'égard de bien d'autres, mais celle-ci devient centrale. L'eau va devenir, dans les décennies à venir, au plan international et mondial, une ressource prioritaire, stratégique, centrale, a fortiori dans le bassin méditerranéen, et ce d'autant mieux que nous sommes dans un contexte de réchauffement climatique. Première remarque. Deuxième remarque, la Corse, de ce côté-là, est effectivement, une fois encore, l'île des paradoxes. Vous l'avez dit, c'est un château d'eau en Méditerranée. Il suffit de comparer la Corse et sa végétation à, par exemple, sa voisine, la Sardaigne. Et vous l'avez dit, 8 milliards de mètres cubes d'eau. Je rappelle pour mémoire, le chiffre est important, que l'on en stocke et l'on en retient à peine plus d'1%. Et qu'en capacité de stockage, la Sardaigne voisine a aujourd'hui 20 fois plus de capacité de stockage que nous. Ça montre donc le retard que nous avons pris. Il faut de nouveaux barrages. Il faut notamment de nouveaux barrages, mais il faut une stratégie d'ensemble. Et ça, à mon avis, c'est un axe de travail pour les années à venir. Saverio Lugian, en charge de l'Office hydraulique, en transversalité, notamment avec l'Agence d'urbanisme et l'Office de l'environnement, et en concertation avec l'ensemble du Conseil exécutif et de la majorité territoriale, va présenter un plan lors de la prochaine session Aqua Nostra 2050 pour inscrire nos actions dans une vision qui soit une vision sur le court, le moyen et le long terme. Il y a la question de la gestion de la ressource. C'est bien la réflexion, mais est-ce qu'il y a des projets dans les cartons? Il y a des projets très concrets. La première réflexion, c'est qu'il faut, là aussi, réussir à obtenir des moyens financiers.
Il reste aujourd'hui sur le PEI 20 millions d'euros sur la ligne équipement et aménagement hydraulique. C'est notoirement insuffisant par rapport à ce qu'il nous reste à faire, c'est-à-dire que l'évaluation Vous avez une vision initiale, globale du prix à l'investissement à faire? 20 millions d'euros, ça va à peine nous servir à travailler sur l'urgence et à lancer des études sur un certain nombre d'aménagements, et notamment des retenues collinaires, qui sont indispensables. Le financement global à trouver va être beaucoup plus important. Il faut travailler là-dessus. Deuxièmement, il faut, je l'ai dit, travailler sur l'existant. Je pense par exemple à la révision des conventions entre la CTC et EDF en ce qui concerne les ouvrages qui dépendent d'EDF, barrage de Calagouche, Saint-Paul, etc. Parce qu'en amont, il y a la question de l'eau brute, la distribution aux agriculteurs, et même pour le barrage de Calagouche, l'alimentation en eau potable de la communauté d'agglomération de Bastia. Et ensuite, à travailler sur l'interconnexion entre les différents ouvrages pour pouvoir mieux mutualiser la ressource. Et quatrièmement, il faut bien évidemment renforcer nos capacités de stockage. Ça va se faire à travers la construction de nouveaux barrages, à travers un plan de mise en œuvre de retenues collinaires et également des micro-projets notamment sur l'eau brute, où on peut penser à des retenues par exploitation ou par région qui sont mutualisées entre les agriculteurs. Vous parlez d'un plan à l'horizon 2050, donc c'est loin, mais il y a une urgence pour le mois de septembre, c'est les agriculteurs qui sont rentrés dans le dur de la sécheresse. Est-ce qu'il y aura des moyens exceptionnels qui seront dégagés pour eux quand on sait qu'ils n'ont toujours pas perçu ou ils sont en train de percevoir les aides de 2015, mais ils sont devant une urgence, acheter du foin, de l'air pour le bétail? Un mot, je n'ai pas parlé d'un plan à 2050. J'ai dit que nous devions commencer à décliner des actions de court terme, de moyen et de long terme, et nous projeter dans une vision stratégique qui doit nous permettre, en 30 ans, de faire face de façon satisfaisante pour les générations d'aujourd'hui et pour les générations à venir, notamment à la question de la gestion de la ressource eau. En ce qui concerne les agriculteurs, vous avez parlé de l'ICHN. Je rappelle que, et vous l'avez souligné, M. Albertini, nous sommes dans tous les secteurs souvent en situation de crise structurelle. Aujourd'hui, les agriculteurs sont confrontés à une situation qui est structurellement difficile, qui est aggravée par la sécheresse et qui a également été obérée par des retards qui ont été pris dans le paiement des ICHN, qui sont exclusivement imputables à l'État et à l'agence chargée du paiement. Nous nous sommes battus à leur côté, aux côtés des chambres d'agriculture, aux côtés des syndicats, aux côtés des agriculteurs pour obtenir ce paiement. François Sargentini, en charge de la question agricole, se bat également aux côtés des acteurs concernés pour obtenir un étalement du remboursement des 80% qui avaient été payés par avance. Et puis derrière ça, il y a l'aide d'urgence. Alors, l'aide d'urgence face à la sécheresse, face aux incendies, nous avons essayé de réagir de la façon la plus efficace possible en activant tous les leviers institutionnels. Nous l'avons fait pour les agriculteurs, nous l'avons fait pour les sinistrés du feu et les communes, par exemple. Et nous avons tenu, je pense par exemple à la commune de Barbadge et d'autres encore, à financer les remboursements des dégâts liés au feu en dehors de la dotation quinquennale, en mobilisant des ressources spécifiques. Et nous l'avons fait également, aussi bien pour les entreprises que pour les collectivités publiques, en ce qui concerne les dégâts des inondations. Mais là aussi, ça fait des dépenses supplémentaires. Nous les avons inscrites au budget supplémentaire de la collectivité territoriale de Corse et nous continuerons à travailler pour être aussi réactifs que possible. Gilles Sémillon, une autre situation de crise, ce sont les déchets. Les choses n'avancent pas, apparemment, depuis surtout que Talonne refuse de rouvrir une troisième décharge. Non seulement ça n'avance pas, mais on a l'impression de reculer. Notamment au cours de mes déambulations cet été, j'ai vu réapparaître des décharges sauvages qui avaient disparu. 20 000 tonnes seraient en stand-by selon le Civadec. Que fait la CTC? Qu'est devenu le plan provisoire d'Agnès Simon-Pied, présenté en mai 2016, qui prévoyait notamment l'ouverture début janvier 2017, début 2017, de 4 décharges supplémentaires? Ou des structures de surtri, on appelait ça comme ça, proches des zones de production. Où en est-on? On ne voit rien. Les déchets, c'est un exemple topique, à la fois d'une situation de crise conjoncturelle, mais qui trouve son origine... qui dure depuis 10 ans. Qui trouve son origine dans des décennies d'action ou d'inaction. Et ce que nous avions dit... Depuis le refus de passer à l'incinération, notamment. Le refus de passer à l'incinération, c'était sortir d'un système catastrophique pour rentrer dans un système encore plus ruineux. Donc ce n'est pas le choix du refus de l'incinérateur qui a conduit à la crise actuelle. Ce qui a conduit à la crise actuelle, c'est que pendant trop longtemps, les acteurs en charge de la gestion des déchets ont fait le choix du tout enfouissement qui nous a conduit à une absence totale de tri et en aval, à un enfouissement avec des conséquences au plan écologique, au plan sanitaire et au plan des nuisances
pour les communes et leurs habitants ayant à subir cela qui était véritablement insupportable. Aujourd'hui, nous avons fait des efforts et nous avons des avancées. Elles sont insuffisantes par rapport aux enjeux, mais je voudrais également vous rappeler que nous avions toujours dit, et particulièrement en ma qualité de président du Conseil exécutif, j'avais toujours dit qu'il faudrait une période transitoire avant de réussir à basculer dans le nouveau système. Et là, la CTC, la collectivité territoriale de Corse, et la majorité territoriale ont joué pleinement leur rôle dans le strict respect des compétences qui sont les leurs. La compétence de la collectivité, elle est uniquement de fixer un cadre stratégique de plan de gestion des déchets. Oui, mais la stratégie, définir la stratégie, dire on passe au tout tri, c'est bien, tout le monde est d'accord, mais les moyens qui vont avec, ils sont où? Vous pouvez pas, vous lavez les mains du problème de dire c'est le Civadec qui se débrouille. Absolument pas. Je rappelle quand même ce que sont les répartitions de compétences. Donc nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, dès notre arrivée aux responsabilités, fait voter un plan qui a rompu avec l'ancien système et qui vise à généraliser le tri pour limiter ce plan, il a donné les nuisances de l'enfouissement. Les 4 structures de surtri, elles sont où? Alors, il n'y a pas 4 structures. Il devait y avoir. Elles étaient prévues. On l'avait prévu. Après, vous êtes passé à 2 peut-être. 4 structures de tri d'urgence. Et comme ces structures de tri d'urgence se sont avérées trop difficiles à mettre en œuvre, nous sommes allés vers 2 unités de surtri, et une à Ajaccio et une à Bastia, qui vont permettre de diminuer de façon très significative les ordures non triées, mais il faut le temps de les réaliser. À quelle échéance? Nous sommes en voie de signature avec la CAPA, et je vous rappelle que nous avons intégré dans la contractualisation avec la CAPA le fait que la maîtrise d'ouvrage reste publique, ce qui veut dire que nous sommes... ces 2 structures? Donc, en ce qui concerne la CAPA, nous pensons que le centre de surtri pourra ouvrir à l'horizon 2020-2021. Nous sommes en voie de finalisation également sur la région bastiaise, ce qui veut dire que de ce côté-là, nous avons fait ce que nous avions prévu. Parallèlement, là, c'est à long terme, à moyen terme, disons. Talonne, c'est immédiat. D'où l'importance de dire qu'il y a une période transitoire qu'il va falloir gérer. Je termine. La collecte, ce sont les intercommunalités. Les intercommunalités, elles font avec leurs moyens, qui sont très inégaux, en ressources et en matériel. Nous les avons accompagnés. Nous avons financé à concurrence de plus de 2 millions d'euros le passage et l'installation et la généralisation du tri. Nous avons cofinancé des plateformes de compostage qui sont en voie de réalisation. Nous avions fait tout ce que nous pouvions faire. Les intercommunalités font de leur mieux, ont souvent des difficultés, ont également été, et ça explique une partie du retard, pénalisés dans leur action par la fusion des intercommunalités, qui nous a fait prendre plus d'1 an de retard par rapport au calendrier. Et nous avons également, donc, d'un côté, la collecte qui doit être assumée par les intercommunalités et le traitement des déchets qui relève exclusivement du Civadec. Nous avions toujours dit, une émanation des collectivités aussi. Le Civadec ne fait que mettre en œuvre la stratégie définie par la collectivité. Le Civadec, il est élu par l'ensemble des communes et intercommunalités qui sont adhérents. Et vous savez bien, et vous savez bien que nous n'avons pas aujourd'hui, en tout cas la majorité territoriale, n'a pas la main sur le Civadec. Mais ceci pour vous dire, nous avons, et je l'ai toujours dit, y compris aux populations concernées, nous avons toujours dit que le temps que ce plan de tri monte en puissance, que les installations de surtri se fassent, que les intercommunalités réussissent, parce qu'après, concrètement, il faut convaincre les citoyens, il faut réorganiser les équipes sur le terrain, qu'il y aurait une période de transition. Nous avons des ordures aujourd'hui, c'est mathématique. Qu'est-ce qu'on fait, justement? Ce problème de Talonne se pose. Comment est-ce qu'on résout ça dans des délais on veut emboîter le pas à Talonne et fermer. Alors, exactement. Donc, il y a une perspective d'aggravation de la situation. Nous savions que nous aurions, dans les 2 ou 3 années à venir, une production d'ordures ménagères qui ne serait pas triée et qui resterait à enfouir, et la capacité de Prunel, du Fiumicino et de Vigianil ne suffirait pas. Donc ce que nous avons proposé à l'époque, c'est de mutualiser le surplus entre les centres existants, notamment Prunel, qui avait accepté de passer de 43 000 à 60 000, et Vigianil, qui a accepté de passer de 45 000 tonnes à 78 000 tonnes. Il nous restait environ 30 000 tonnes cette année. 2 options. Soit la réouverture d'un existant Talonne, soit l'exportation. À l'époque, j'avais dit, et nous avions dit, l'exportation ne nous paraît pas être la meilleure solution. Pourquoi? D'abord, très mauvais message. Ensuite, par effet boule de neige, vous ne pouvez plus demander un effort supplémentaire à ceux qui sont prêts à le faire, parce qu'ils disent, mais à ce moment-là, si on exporte, vous n'avez qu'à exporter également mon surplus à moi, donc vous augmentez le volume à exporter, vous dissuadez en ce qui concerne le tri, et vous avez un surcoût qui est un surcoût énorme, plus les risques écologiques, etc. Mauvaise solution.
y en avait-il de bonnes? Non. Ce qui me semblait, et ce qui nous semblait être la moins mauvaise solution, était la réouverture de Talonne à un niveau beaucoup plus bas, 50 000 tonnes par an, et pour une période contractuellement fixée de 3 ans maximum, c'est-à-dire la période transitoire. Et ainsi, nous mutualisions. Avec des garanties. Quelles étaient ces garanties? L'État, sur le coup. En phase avec l'État, à l'époque aussi, sur le principe, en phase avec le maire de Talonne, et avec une opposition Mais il n'est plus d'accord aujourd'hui. Avec une opposition au plan local que je comprends parfaitement. Oui, l'opposition locale Simplement, qui vous reproche d'avoir participé à la fermeture. Enfin, vous avez non, en tout cas. nous avions effectivement combattu contre l'ancien centre, mais il faut savoir que celui que nous nous proposions de réouvrir à titre transitoire uniquement pour 3 ans fonctionnait suite à la réhabilitation totale de l'ancien site qui n'avait pas été mis en œuvre. Deuxièmement, dans des conditions sécurisées. Troisièmement, pour une période transitoire. Aujourd'hui, le maire, la population n'en veulent plus. Prunel, il n'en veut pas. Vous savez, moi, je ne vais pas essayer de contraindre par la force les uns et les autres. Le problème, il est pour nous. Moi, j'avais proposé des mesures de compensation, y compris pour les communes et les territoires, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, ça n'intéresse pas. La situation de blocage, elle n'est pas le fait de la collectivité territoriale de Corse, elle est le fait de la queue de comète d'un système dont nous voulons sortir. Le problème est face à nous, il va falloir le traiter. Il n'y a pas de bonne solution, mais il faut choisir et définir ensemble la moins mauvaise. Bon, alors on avance un peu parce que le temps passe, on va parler de politique. Alors avant d'aborder l'aspect électoral, une question sur les relations avec le gouvernement. Il y a une flopée de ministres qui sont venus en Corse. Alors s'ils sont sensibles à la beauté des paysages et des plages, ils ont l'air quand même beaucoup moins inspirés par la situation politique de l'île. On a entendu le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, dit bon, on ne discute pas jusqu'aux élections. Et puis il a dit qu'il n'y avait pas de politique spécifique pour la Corse. On est dans la continuité de François Hollande? Je pense que l'attitude de l'État, de façon générale, du Premier ministre et de ses ministres, de façon un peu plus particulière, et également du Président de la République, est une attitude extrêmement préoccupante. Et je ne peux répondre à votre question qu'en réinscrivant les relations avec le gouvernement et l'État dans la perspective historique qui s'est ouverte depuis décembre 2015. Décembre 2015 a été, à mon sens, un basculement important. N'y revenons pas. La Corse est aujourd'hui véritablement à la croisée des chemins. Il y a une volonté de paix et d'apaisement dans cette société qui est largement partagée. La société corse et les acteurs de la vie politique corse ont de façon très majoritaire, voire unanime, créé les conditions pour cet apaisement. Et nous avons la possibilité de tourner définitivement la page d'un demi-siècle de logique de conflit pour ouvrir une nouvelle période qui soit celle de la construction reste d'une sourd. société. Et est-ce que vous changez de stratégie? Et ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, Paris reste sourd. Alors, mais est-ce qu'on vous dit vraiment, votez d'abord et on discutera après? Est-ce que c'est ça le message? Non, nous, qui dit ça? Ben, le gouvernement. Ouais. Votez d'abord et votez en décembre, on va pas interférer sur ce que cette je suis élection. obligé de constater, c'est qu'un nouveau président de la République a été élu en mai dernier. Que ce nouveau président de la République a fait campagne au plan hexagonal sur la nécessité de revisiter les paradigmes de l'action publique, de permettre à la France de se réformer en profondeur pour faire face aux enjeux du monde nouveau. Et ce que je remarque également, c'est que près de 4 mois après son élection, eh bien, il n'y a pas eu la moindre évolution, le moindre signe tangible de vouloir changer la relation entre l'État et la Corse. Et ça pose un problème politique qui est un problème central, y compris dans ce qu'il convient de faire dans les mois et dans les années à venir. Ce que je veux dire, est-ce que vous changez votre stratégie par rapport à ce refus de vous entendre? Est-ce que vous engagez dans un processus, par exemple, à la Catalane, comme on le voit actuellement? Alors on va peut-être en parler, mais je voudrais faire un mot sur le processus à la Catalane. Le processus à la Catalane, la Catalogne d'abord a eu un statut d'autonomie en 1979. Elle a donc vécu pendant 35 ans avec un statut d'autonomie qui a été évolutif. Pendant ce temps-là, les institutions de la Catalogne, les dirigeants de la Catalogne, le peuple catalan, ont renforcé la cohésion de cette société, ont construit une économie, ont assuré la solidarité, ont organisé l'intégration de celles et ceux qui, n'étant pas catalans, sont venus en Catalogne. Donc nous avons le temps de nous engager dans ce processus. En 2010, il y a eu un statut d'autonomie élargi qui a été
voté par référendum en Catalogne et validé, qui a été approuvé par une loi espagnole. Et c'est le Parti populaire qui a déféré cette loi devant le Conseil constitutionnel, le tribunal constitutionnel espagnol, qui a annulé le statut d'autonomie. Et c'est à partir de là que la revendication d'indépendance s'est cristallisée et répandue, tout simplement parce que l'État espagnol a refusé le statut d'autonomie qui avait été validé par un référendum. Donc vous voyez, c'est important de rappeler comment vous dites là, les choses se sont attention, passées. la sourde oreille de l'État, ça renforce le sentiment nationaliste Ce que et je veux dire, indépendantiste. c'est qu'aujourd'hui, nous avons à la fois à travailler à la cohésion et au développement de la Corse. Développement économique, développement social, développement culturel, développement institutionnel. Et que cela doit se faire de façon volontariste, mais également de façon patiente. Parce que nous avons, et c'est un des points que je voudrais aborder avec vous, nous devons nous projeter au minimum sur 10 ans. Et c'est le sens, à mon avis, du scrutin qui vient en décembre prochain. Mais en même temps, nous avons à obtenir de l'État qu'il reconnaisse la question politique corse dans toute sa dimension. Et cela ne vient pas. Alors, pour vous répondre, ça ne veut pas dire que je plaiderai ou que nous accepterons un retour à la violence. Ce n'est pas parce que nous avons en face une situation de blocage total qu'il faut laisser le sentiment de révolte, souvent légitime, se transformer en expression violente et a priori en expression violente clandestine. Moi, je crois que cette partie-là de notre histoire, elle fait partie de notre histoire et elle doit être derrière nous. Et il ne peut pas y avoir de chemin pour la Corse, et j'y insiste, en dehors de la démocratie comme méthode et comme objectif. Mais en même temps... Vous dites à Paris, attention, c'est dangereux votre politique. Mais en même temps, la politique de Paris et la politique actuelle de l'État est une politique extrêmement dangereuse. Parce que si l'on fait et si l'on dit, comme l'a dit M. Castaner dans son interview, dont je veux croire qu'elle n'est finalement que une évocation légère au détour d'un apéritif d'été. Qu'en gros, ce dont on peut discuter, c'est l'économie. Et que pour tout le reste, y compris les élus de la Corse, s'ils veulent aller au-delà, ils se mettent en confrontation avec le gouvernement et avec l'État. Ça, c'est une politique qui est dangereuse et qui ne peut conduire que dans l'impasse. Il faut en changer très vite, le plus vite possible, dans les semaines à venir. Et ça dépend de l'État. Alors, pour avancer sur vos revendications, vous voulez construire un grand parti de gouvernement. Vous l'avez dit, vous avez organisé un grand rassemblement au mois de juillet à Corté, avec une AG prévue, je crois, vers le 17 septembre. Mais certains ne sont pas tout à fait d'accord avec cette stratégie, en particulier Jean-Christophe Angelini, qui n'est pas forcément favorable à la création de ce mouvement. Deux questions. Est-ce que l'AG aura bien lieu à la date que vous aviez indiquée? Et comment doit s'élaborer cette structure? Elle doit être ouverte à d'autres? Alors, nous avons plusieurs processus à conduire de front et de pair. D'abord, ce que je tiens à dire, c'est que le Conseil exécutif et la majorité territoriale, quelles que soient les échéances à venir, et elles sont très proches, vont continuer à travailler au service de la Corse et de l'intérêt général jusqu'au tout dernier jour du mandat actuel. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a l'organisation et la structuration de notre courant d'idées et de notre famille politique. En ce qui concerne la coalition Pera-Gorsiga, vous avez d'un côté Corsica Libre et vous avez de l'autre Femoa-Gorsiga, courant majoritaire au sein de Pera-Gorsiga. C'est en tout cas ce qu'ont dit les urnes en décembre dernier. Et ce courant aujourd'hui est issu du PNC, d'Inseme Pera-Gorsiga, de TIAM national, qui ont été les organisations fondatrices de Femoa-Gorsiga. Moi, ce que j'ai dit, et ce que nous disons ensemble, c'est qu'aujourd'hui, il faut tirer les leçons de ce que nous avons commencé à faire ensemble il y a près de 10 ans, et surtout de ce qu'attendent de nous les Corses, et notamment les Corses qui nous font confiance et qui se reconnaissent dans la démarche Femoa-Gorsiga. Ils disent il faut aller plus loin, il faut dépasser les logiques de patriotisme, de structure, et il faut créer une grande... Et ça va se faire Ça va se faire, bien sûr. À la date indiquée, dans les délais... Le 17 septembre, il y a l'AG. Il y aura... Non, l'AG, c'était pas l'AG de Femoa-Gorsiga, c'était pas le 17 septembre. Il va y avoir une AG du PNC qui doit acter, en tout cas c'est ce qui a été indiqué par les dirigeants du PNC, le congrès constitutif de Femoa-Gorsiga, un congrès constitutif qui aura lieu au tout début du mois d'octobre, probablement le 8 octobre. La date sera définitivement arrêtée en commun dans les jours à venir. Et l'idée, c'est quoi? Quand nous disons qu'il faut aujourd'hui un parti de gouvernement,
Ça veut dire qu'il faut tirer les leçons. Nous sommes aujourd'hui en situation d'exercice des responsabilités. Nous n'avons pas la prétention de créer un parti unique. Nous voulons continuer à mettre en œuvre ce qui nous a fait réussir politiquement. C'est-à-dire à la fois le respect et la défense des fondamentaux pour lesquels nous nous battons depuis des décennies, et en même temps la capacité à s'ouvrir à l'ensemble de la société corse et à unir les gens autour d'une logique de projet pour construire ce pays. Et ça, c'est quelque chose qui est attendu par des milliers de Corses, et c'est ce que nous allons faire à compter du 8 octobre, avec un congrès constitutif, et puis ensuite, eh bien, nous allons construire ensemble, avec ceux qui y sont depuis longtemps, avec ceux qui vont nous rejoindre. Nous allons nous doter de statuts, nous allons nous doter d'instances élues, nous allons organiser la formation, l'articulation avec les élus, l'articulation avec les élus, y compris ceux qui ne sont pas de notre tendance, les élus de terrain, l'articulation avec la société civile, avec les forces économiques, sociales, culturelles, pour que FEMOAGO, SIGA, contribue de façon active eh bien, à la dynamique d'ensemble qui est en train de se mettre en œuvre puissamment dans la société corse. Alors, on arrive à la fin de la première partie. Nous reparlerons en dernière partie des élections territoriales et en particulier de la liste unique au pas. Mais en attendant, nous passons au Contrabuntu avec notre invité qui est un chef d'entreprise, qui est ancien président du tribunal de commerce d'Ajaccio et membre du Conseil économique et social de la Corse, qui est chargé de la commission développement et affaires européennes. J'ai nommé Paulo Scalia. Paulo Scalia, bonsoir. Bonsoir Jean Vitus. Vous avez 10 minutes pour débattre. Vous souhaitiez aborder la question économique, je crois. La question économique, bien sûr. Président Bonazir, bonsoir Président. Bonazir. La contradiction n'est pas ma vocation. Vous savez que je suis plutôt un homme de dialogue et je m'efforcerai d'être constructif, même si ce mot est un peu galvaudé par les temps qui courent. En raison des responsabilités qui sont les miennes, comme dans le monde de l'entreprise et des fonctions que vous avez évoquées, Jean Vitus, au sein du Conseil économique, social, culturel et environnemental, je voudrais, après une brève introduction, vous interroger sur 2 ou 3 sujets qui nous interpellent collectivement. Alors c'est vrai qu'il a fallu faire un choix parce que le sujet économique est très vaste et on pourrait en débattre pendant longtemps, mais je garderai les questions pour d'autres débats, je l'espère. Alors d'abord au niveau du constat sommaire, pourquoi ne pas le dire, la Corse aujourd'hui, de même que l'Europe et la France, connaît un rebond économique. La confiance revient lentement et les investissements privés plus soutenus préparent l'avenir. Nous avons connu une belle saison 2017 qui n'est pas encore terminée, avec plus de 9 millions de passagers entre les ports et les aéroports. Et pourquoi ne pas le dire, il nous faut maintenant... nous avons bénéficié maintenant, d'un ricochet du climat anxiogène dont souffrent certaines destinations. Alors, mais comme dans le reste du pays, pour l'instant, nous avons toujours le problème du chômage qui ne recule pas. Et surtout, la Corse reste toujours très dépendante des secteurs que sont le BTP, le tourisme et les secteurs des services. Elle est par conséquent tributaire d'une croissance démographique qui pose des problèmes de société. Vous avez pu le constater, la complexité avec les incidents des jardins de l'Empereur d'Ajaccio et ceux de la plage de Cisco. Alors même si vous vous efforcez de montrer le cap, en vous projetant à long terme, des problèmes immédiats appellent des réponses rapides. Alors mon premier sujet est le suivant. La collectivité unique devra d'abord garantir notamment la poursuite de la modernisation des infrastructures aéroportuaires, portuaires, routières et la concrétisation d'une force numérique en Corse. L'argent public, de plus en plus rare, devra être consacré aux investissements. Alors la question qui en découle est la suivante. Êtes-vous, Président, déterminé, compte tenu de la fin prochaine du PEI, à renégocier avec l'État le lancement d'une nouvelle vague d'investissement et de modernisation pour laquelle la faiblesse démographique et financière de la Corse rend nécessaire une péréquation nationale ou interrégionale?
Merci pour cette présentation exhaustive. Pour essayer de répondre de façon très directe à votre dernière question, même si beaucoup de points que vous avez abordés mériteraient que l'on s'y attarde, je pense notamment à la question du chômage, mais on y reviendra peut-être. Il y a dans plusieurs secteurs stratégiques des besoins, y compris des besoins de financement étatique. Vous avez fait référence aux infrastructures. Nous avons fait référence à la question des ouvrages hydrauliques. Nous avons voté à l'Assemblée de Corse à l'unanimité une motion sur la nécessité d'un plan sur les infrastructures de santé publique, et notamment les hôpitaux. Et nous avons également combattu avec le ministère des Sports pour obtenir un plan de financement des infrastructures sportives. Dans beaucoup de domaines, nous avons un retard extrêmement conséquent et nous allons discuter avec l'État pour qu'effectivement, celui-ci contribue à réparer les injustices et les disparités historiques dont la Corse a été victime. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de nous tourner vers l'État ou encore vers l'Union européenne. Il faut donc avoir, là comme ailleurs, une vision stratégique. Alors oui, nous allons nous battre pour obtenir des financements nouveaux, mais nous ne sommes pas dans une logique de mendicité. Et je sais que ce discours, vous le portez, y compris dans votre action au quotidien. Nous disons, nous voulons obtenir de l'État et de l'Union européenne ce qui nous est dû. Ce qui nous est dû par rapport à l'histoire, ce qui nous est dû par rapport à notre insularité, et ce qui est juste en termes d'équité. Ça ne veut pas dire des cadeaux, mais ça veut dire qu'il va falloir construire de nouveaux outils. Un exemple, l'accès au crédit. Vous le savez, les TPE aujourd'hui en Corse souffrent. Elles souffrent beaucoup malgré une conjoncture qui s'est améliorée relativement. Vous citiez l'exemple du chômage. Je rappelle quand même que le chômage en Corse, entre 2010 et 2015, on est passé de 11 000 chômeurs à 22 000 chômeurs. Et en ce qui concerne les chômeurs de longue durée, de 2 500 à 7 000 aujourd'hui, sous une mandature où le Conseil exécutif avait des élus communistes qui faisaient du social une priorité. En ce qui nous concerne, depuis que nous y sommes, mais ce n'est pas seulement notre action, mais je pense qu'elle y a contribué, stabilisation. Aujourd'hui, il y a 22 500 chômeurs en Corse, mais la situation reste extrêmement inquiétante, comme sont inquiétants les indicateurs en termes de revenus moyens, en termes de précarité. Nous avons voté, et c'est une première, pour une collectivité, un plan de lutte contre la précarité, contre la pauvreté, instrument financier, disais-je. Nous avons aujourd'hui la CADEC. J'ai lu avec intérêt ce qu'a dit son président, Alex Vinciguer. 1 euro investi par la CADEC, ça fait 5 euros de retour. Aujourd'hui, nous devons aller plus loin. Nous devons chercher à mobiliser l'épargne corse, près de 10 milliards d'euros. Nous devons chercher à faire abonder cet instrument. Je suis d'accord, beaucoup de choses ont été faites, Président, mais ne croyez-vous pas qu'aujourd'hui, avec la disparité de ces grosses régions qui se sont constituées, il n'y aurait pas un rattrapage qui devrait être fait? On parlait de la raréfaction de l'argent public. Ne croyez-vous pas que là-dessus, il y ait quand même un rééquilibrage à faire? Il y a un rééquilibrage à faire, mais il faut intégrer cette demande de rééquilibrage dans une vision stratégique de l'économie et du social qui doivent être des priorités absolues. Parce qu'on a souvent dit un rééquilibrage et un rattrapage historique. Historique, et y compris, par exemple, la construction d'un statut fiscal et social. Un statut fiscal et social qu'il faut sans doute cibler de façon très efficace sur un certain nombre de mesures. Mais là aussi, on ne peut pas distinguer la production de richesse de la logique de solidarité qui doit aller derrière. Je prends un exemple concret. Aujourd'hui, la recherche, les entreprises, elles ont besoin, à l'évidence, d'un coup de pouce au point fiscal. Mais il faut s'assurer que ce coup de pouce va servir la productivité, l'investissement, et va être également redistribué sur les salariés et sur les plus hauts. Un exemple fort. La recherche et le développement. L'innovation, vous parliez du numérique. Aujourd'hui, il y a des jeunes en Corse, notamment, qui sont très compétents. Il y a la capacité d'attraire ici des entreprises, de soutenir des initiatives. La recherche-développement, c'est 0,3% du PIB. Il faut obtenir une mesure type DOM, dans ce cas précis, où on est sur une augmentation du crédit d'impôt qui passerait de 30% à 50%, ça a été le cas, sur le crédit impôt innovation et sur le crédit impôt recherche. Ou de la même façon, et ça fait sens. Alors, par exemple, si demain vous fiscalisez les résidences secondaires, excusez-moi, juste un mot, vous fiscalisez les résidences secondaires, ou par exemple, vous mettez un taux de TVA bas pour les résidences principales et un taux de TVA aligné sur les 20% français pour les résidences secondaires. Le différentiel,
vous pouvez le mettre, y compris au bénéfice d'une prime, par exemple, pour les retraités les plus pauvres ou pour l'aide à la réinsertion des chômeurs de longue durée. C'est cela qu'il faut que nous construisions ensemble avec tous les acteurs. Tout à fait. Très vite. Hein. Ma deuxième question, très vite, et d'ailleurs elle va dans le prolongement de ce débat, elle concerne directement les entreprises. On doit noter les efforts, et vous l'avez souligné, importants engagés au niveau des institutions régionales pour améliorer le financement des entreprises. Cependant, les TPE restent toujours en difficulté et n'ont pas accès à certains dispositifs. Enfin, je peux en parler en tant qu'ancien président du tribunal de commerce pour vous dire qu'ils continuent à souffrir. Alors, ma question, le moment n'est-il pas venu, là aussi, d'engager une vraie réforme de mesures fiscales spécifiques dont bénéficie la Corse? Il faut désormais orienter cette fiscalité spécifique dans un sens plus favorable à l'entreprise et à l'emploi. Alors certes, différentes propositions ont circulé ces 2 dernières années, notamment celle du président de l'Assemblée de Corse, mais à ce jour, aucune délibération n'a été votée. Alors, ma question, très rapidement, si vous êtes élu président, êtes-vous prêt à saisir en urgence l'Assemblée de Corse, puis le gouvernement, d'un projet de réforme en concertation étroite avec une représentation qualifiée des entreprises? Tout à fait. Et là, on en revient le travail qui a été effectué par le président de l'Assemblée de Corse en concertation avec les acteurs est considérable. Il convient aujourd'hui, sans doute, de faire un tri et un choix, de définir notre stratégie, d'intégrer cette demande de statut fiscal et social dans une vision globale des rapports avec l'État et de porter cette demande, je l'espère, par la future majorité territoriale, en tout cas c'est ce que nous ferons si nous sommes élus, en élargissant la démarche à tous les élus, y compris les forces d'opposition si elles le souhaitent, et en intégrant bien sûr l'ensemble des acteurs de la société civile. C'est un enjeu central. Le développement économique n'est pas dissociable du développement social et culturel. Et vous mettrez au centre donc de vos préoccupations, si vous êtes élu, un peu plus le développement économique et social. C'est un enjeu majeur. Vous le savez, nous l'avons fait dès notre arrivée aux responsabilités. Nous sommes battus aux côtés des TPE pour obtenir 20 millions de plus au PEI. Nous avons, par exemple, mis fin aux grèves dans le domaine des transports maritimes. Ça s'est traduit par une augmentation de 30% du flux marchandises en Corse. Je crois qu'il y a à la fois les actions sectorielles et la vision stratégique. Nous essayons de mener les deux de pair avec vous et avec l'ensemble des forces. Un parti est écoulé. Merci pour le Sky. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Les 2 confrères vont maintenant regagner leur place pour le débriefing. Je vous demande d'être très très synthétique pour que nous puissions aborder l'aspect territorial. Patrick, c'est à vous. Alors, Gilles Sémillon, et c'est dans votre nature, vous êtes apparu serein, confiant au cours de ce contraste. Il faut dire, même si rien n'est jamais écrit en politique à l'avance, que c'est un boulevard, que dis-je, une avenue qui s'ouvre à vous avant les élections territoriales de décembre. Vous avez toutes les chances de devenir le premier président de la collectivité unique de Corse. Vous targuez d'ailleurs d'un très bon bilan, mais permettez-moi quand même d'émettre des réserves sur ce point. Je ne le trouve pas si fantastique que ça, ce bilan. Vous ne m'avez pas convaincu, tout à fait convaincu, en tout cas, par exemple sur les déchets, tout à l'heure, où le problème, me semble-t-il, reste entier, voire il empire. Côté finances, le budget, vous avez emprunté en 2 exercices 230 millions d'euros. Ce n'est pas très rassurant, personne ne l'avait fait avant, de tels emprunts en si peu de temps, pardon. Les dépenses de fonctionnement, elles, ne baissent pas vraiment. En fait, il n'y a pas eu rupture avec le passé. En fait, aujourd'hui, Gilles Sémillon, j'ai l'impression que votre principale force, c'est la faiblesse de vos adversaires. Une opposition peu crédible, inaudible en ce moment. Vous n'y êtes pas pour rien. Ce sont vos victoires électorales qui ont conduit à cette situation. Et puis, il y a la communication omniprésente, amplifiée par les réseaux sociaux, foire de l'amande, de l'huile d'olive, que sais-je, de l'oignon de Cisque ou la boucha d'Abastia. Vous ne ratez aucune manifestation, comme si vous étiez toujours en campagne. En fin de compte, Gilles Sémillon, les Tamantastrada, il ne suffit pas de le répéter à l'envi, il faut le faire. Et il me semble que tout reste à prouver. Roger, très vite, après vous répondrez. On a beaucoup parlé pendant cette émission du rapport au temps qui était le vote, 2050 pour l'eau, 10 ans pour les déchets, 5 ans peut-être pour mener votre action. Il y a un autre rapport, quelque chose qui me semble prendre beaucoup de temps aussi, c'est un peu la construction de votre démarche politique. Je trouve ainsi que les eaux sont très turbides encore sur l'union entre nationalistes ou sur l'ouverture dont vous parlez. On est à 3 mois de l'élection.
on ne sait pas s'il y aura union dès le premier tour avec Corsica Libera, union qui a produit ses effets aux dernières législatives. Vous en parlerez sans doute maintenant. Il y a quelques incertitudes aussi sur les confins de l'ouverture dont vous parlez, que vous prônez. Et je trouve que ça occasionne un peu de trouble chez les militants, dans votre base sans doute, ces incertitudes-là, et parfois même chez certains de vos alliés naturels. Je pense notamment à l'entretien avec un conseiller corse ce matin à Paul-Félix Benedetti, qui se disait sans nouvelles de votre part, le leader d'Orinov, et qui annonçait déjà la constitution d'une liste avec Jean-Baptiste Arena, qui est un de vos anciens compagnons de route. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps, précisément, sur ce sujet aussi, de faire œuvre de transparence? Bien sûr, de transparence et de clarté. Alors, je vous répondrai à tous les deux de façon unique, si vous m'y autorisez. Je vous trouve, Patrick, un peu sévère, mais j'allais dire, je n'en suis pas surpris. Le bilan, les Corses le jugeront. Je pense que nous avons beaucoup travaillé, que nous avons obtenu des résultats concrets dans tous les domaines. Mais je sais aussi que énormément reste à faire. Et donc, plutôt que de vanter mon bilan, je vais vous répondre sur ce que je pense être les enjeux des mois et des années à venir. Bien sûr que Femo Agour, cela prend du temps et peut-être trop de temps. Bien sûr qu'il faut à la fois rassurer Paul-Félix Benedetti et le Rinov, renforcer notre construction stratégique avec nos partenaires de la majorité territoriale de Corsica Libre, s'adresser aux forces de progrès qui ne sont pas nationalistes ou qui ne l'étaient pas jusqu'à aujourd'hui, pour construire avec eux un chemin dans les années à venir et en même temps respecter celles et ceux qui ne pensent pas comme nous et qui n'envisagent pas de penser comme nous et qui pourtant font partie de la société corse et avec lesquels il faut construire ensemble un chemin parce que, je l'ai dit et je l'ai répété, la Corse d'aujourd'hui et de demain, ça ne peut pas être la victoire de 30%, de 40%, de 55% contre le reste. Nous vivons dans ce pays et quando nos imoe, si muduti et quando nos imo male, si muduti male. Vous avez déclaré récemment à Libération que tout le monde, tous les Corses quasiment étaient nationalistes aujourd'hui. Je ne l'ai pas dit exactement comme ça, c'était le titre qui a été choisi. Mon idée c'était, et je le pense très sincèrement, qu'aujourd'hui une très grande majorité de Corses se reconnaissent dans les valeurs et dans les objectifs, dans les idées qu'ont porté les nationalistes depuis des décennies. Pour ce qu'il convient de faire, et sur la question électorale, qui n'est pas dissociable de la question stratégique. Je vais vous dire, vous savez, tous les jours, je rencontre des gens dans la rue, des militants, des électeurs, ou même simplement des citoyens. Les uns me disent il faut impérativement l'union, les autres disent attention, il faut 2 listes, parce que comme ça vous serez fort au 2e tour, ça sera vous, etc. Moi, je vais vous dire ma réponse à toutes ces personnes. Et comme je tiens toujours la même réponse en privé, quels que soient mes interlocuteurs, je vais tenir la même publiquement. Je crois que la question d'1 ou 2 listes, c'est une question seconde par rapport à la vision stratégique que nous devons construire. Et ça, c'est l'enjeu des élections territoriales. Justement, est-ce que cette vision stratégique, elle se traduit au niveau électoral? Nous sommes le 10 septembre. Bien sûr, mais il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et puis, au moment où cet entretien sera publié, nous aurons continué d'avancer dans le dialogue et dans la construction. Je voudrais vous dire simplement un mot de calendrier qui est important. Tout le monde dit c'est 2 ans plus 4 ans. Ce n'est pas 2 ans plus 4 ans. Le gouvernement va aligner les élections corse sur le calendrier électoral des régionales en France. C'est-à-dire que nous revoterons, nous allons voter en décembre, et nous allons voter en mars. 2021. En mars 2021. Donc ça fait 3 ans. Ça fait un peu plus de 3 ans. Donc y compris sur 2 mandatures, nous n'aurons même pas eu les 6 ans d'une mandature normale. Ça va aller très vite. Moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut que nous construisions une offre stratégique qui s'adresse aux Corses pour les 10 ans à venir. Dire la paix. Nous voulons un pays qui soit en paix avec une logique d'apaisement dans cette société partout. Deuxièmement, il nous faut un objectif institutionnel clair, y compris pour Peragoursiga. Aujourd'hui, une majorité de Corses ne veut pas l'indépendance. Oui. Corsica Libre est un mouvement indépendantiste et c'est son droit le plus absolu. Simplement, nous devons dire aux Corses, nous l'avons commencé à le dire, eh bien aujourd'hui nous allons nous battre pour une autonomie qui soit une véritable autonomie avec un véritable pouvoir législatif, c'est-à-dire les fondamentaux du nationalisme. Et il faut le dire aux Corses. Il y a un mot qui fait florès en ce moment, c'est autodétermination. C'est quoi l'autodétermination? L'autodétermination. Pour Jean-Guy Talamone, c'est sans doute l'indépendance. L'autodétermination, je pense que c'est simplement la capacité des Corses à exprimer, y compris à travers des scrutins, et par exemple des scrutins de référendum, ce qui leur paraît être le choix institutionnel le plus adapté. Il y a eu en général, c'est toujours le même résultat, il y a eu un l'autodétermination. référendum en 2003
eh bien, ça n'a pas été un enchaînement vers l'indépendance. Et moi, ce que je remarque, excusez-moi, je termine. Ce qu'il faut dire aux Corses, voilà ce pourquoi nous allons nous engager. Et votre place, si vous le souhaitez, elle est dans cet engagement. Nos valeurs, nos objectifs en termes institutionnels, notre projet de société, de façon très concrète, parce qu'on ne peut pas dissocier les institutions de la vie économique, sociale et culturelle. Nous devons dire aux Corses, voilà ce que nous allons faire dans le domaine de l'agriculture, voilà ce que nous allons faire dans l'énergie, nous n'en avons pas parlé. Que va-t-on faire pour les élections? Union avec Corsica Libre avant le 10 décembre? De la réponse à ces questions, cette offre-là, elle va bien sûr d'abord vers nos partenaires stratégiques. Nous avons gouverné ensemble, nous avons été élus ensemble, nous avons vocation à travailler ensemble. Mais ce que je dis aussi, y compris à mes partenaires et à nos partenaires de Corsica Libre, c'est que, notamment à travers les élections législatives qui se sont passées il y a quelques semaines, qui a validé l'Union, mais qui a validé aussi une démarche qui est une démarche d'ouverture. L'ouverture, ce n'est pas d'aller chercher des anciens élus qui ont rompu avec leur formation traditionnelle. Ces élus, il faut les respecter, il faut travailler avec eux. Ma conception et notre conception de l'ouverture, c'est que l'offre politique que nous avons vocation à porter per agursiga, c'est-à-dire l'offre politique que je propose que nous portions ensemble, y compris si c'est possible, et si les conditions politiques sont remplies dans le cadre d'un premier tour, mais en toute hypothèse, eh bien c'est de dire aux Corses, voilà ce que nous allons faire, voilà ce que nous allons faire ensemble, et notre offre, elle doit aller au-delà de Femo Agursiga et Corsica Libre. Il faut permettre aux milliers de Corses qui ne sont pas à Femo Agursiga, qui ne sont pas à Corsica Libre, mais qui se reconnaissent dans l'espoir que nous avons initié, de leur dire, une date butoir. Eh bien, c'est dans les quelques jours à venir, puisque nous allons continuer à travailler, et puis nous devons aller avec sérénité, avec humilité et détermination face aux Corses, en leur disant, voilà le chemin que nous voulons. Et ce chemin, vous pouvez l'emprunter avec nous. Nous allons aller ensemble dans une logique de démocratie, d'ouverture, de construction partagée. Et ciò che noi avemo per Agursiga Lodie, per Igursi Lodie et per Agursiga e Igursi Lodie. Gilles Simeone sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Patrick Roger. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ce sera Camille de Roccaser, l'ancien député de Corse du Sud et toujours conseiller territorial. Contraste compio. Buona settimana. Buonasera a tutti.